cheminement qui n'est pas tout à fait standard. Ça ne veut pas dire qu'il faut être standard pour être anesthésiste. Moi, je viens des Laurentides. Mon père était ébéniste. Alors, mes étés, au lieu d'aller travailler à la piscine ou à l'extérieur, je travaillais avec mon père, donc beaucoup d'aspects manuels. Et puis, évidemment, on n'était pas très fortunés. Fait que d'avoir accès à la médecine, même s'il y avait un intérêt là, qui était toujours croissant, je dis, c'est pas moi que ça ne sera pas accessible. Alors, je suis allé du côté de la technologie de laboratoire. Donc, j'étais technicien de laboratoire. Et puis, à mesure que, justement, que je vieillissais puis que je rentrais dans le processus des prêts, bourses, etc., ben, je dis, c'est peut-être accessible plus que je pense. Alors, finalement, on est entré à la faculté de médecine, puis on a suivi le cours de médecine. Mais moi, j'allais en hémato, parce qu'en technicien comme laboratoire, je faisais des pneumatologies. L'anesthésiologiste, c'est un peu l'interniste, si on veut, du bloc opératoire. Il est à cheval entre l'aspect technique chirurgical et l'aspect très médical de l'interniste, parce que dans le cadre de son évaluation, bien, il doit évaluer le malade dans son entier, l'aspect cardiaque, l'aspect pulmonaire, l'aspect endocrinien. Est-ce qu'il est apte à suivre l'intervention? Quel algorithme doit être fait pour justement faire en sorte de l'optimaliser pour sa condition chirurgicale? Alors ça, c'est l'aspect que l'anesthésiste a. Puis en même temps, bien, il touche tous les âges. On parle souvent le livre de la régie, l'anesthésiologiste touche tout le livre de la régie. On peut commencer un matin avec une réduction pour une fracture d'un enfant de 8 ans, 98 ans pour la hanche, césarienne de 29 ans, cholécystectomie. Alors, c'est très, 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 très diversifié. Donc, cet aspect de diversification, puis l'aspect aussi pharmacologique qui tourne autour, et le fait de toucher chacun des systèmes, ben, j'ai dit, tiens, ça a l'air intéressant. Alors, si vous donnez du propofol à quelqu'un, ben, oui, il dort. Mais si vous commencez une incision chirurgicale, la pression va monter au plafond, puis la fréquence cardiaque va augmenter. Donc le corps a mal, puis ça n'a pas ça pas. Alors ça prend une analgésie. Donc tous les opiacés, où on a une gamme, c'est ça de long, on continue à découvrir plein de récepteurs aux opiacés. Bien là, ça, c'est vous contrôler l'analgésie. Si de l'autre côté, le chirurgien est obligé de se battre pour écarter les muscles, bien à ce moment-là, il risque d'être traumatisé. Donc on rajoute un curare. Donc un curare qui est un relaxant musculaire majeur, qui va faire en sorte que c'est plus smooth, c'est plus souple, etc. Le patient qui est en choc, hémodynamiquement instable, nos médicaments ont des effets délétères, de baisser la pression, des choses comme ça. On a toutes sortes d'arsenal qui permettent de les ajuster un peu mieux, mais et à ce moment-là, c'est toujours action-réaction. Le patient est monitoré, le saturomètre est au son, on entend le pitch du saturomètre change s'il baisse, donc une oxygénation moindre. L'oxygénation moindre parce que ça rentre moins bien, il fait un bronchospasme, ou parce que justement il est en choc, donc il perfuse tellement peu qu'il n'échange pas au niveau pulmonaire. Alors ça nous donne plein d'informations. Tachycarde, bradycarde, parce que le pitch, la tonalité nous donne la saturation, mais aussi il nous donne la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est le moniteur par excellence qui est né alors que moi je commençais ma pratique, mais ça, c'est un saturomètre, c'est de l'or en bord, et ça ne fait jamais défaut. Si on prend par exemple l'enfant, la femme enceinte, l'obèse, on a beau y donner une réserve d'oxygène à 100%, vous allez vous apercevoir qu'à cause d'une physiologie ventilatoire, la saturation va baisser excessivement vite. Si vous êtes toute mince, athlétique, et vous respirez 100% d'oxygène, ben, vous arrêtez de respirer pendant 2 minutes de temps, puis votre saturation va rester pareille. Si vous êtes enceinte, obèse, ou vous êtes un enfant, ben, au bout de 2 minutes, vous êtes rendu bleu. J'ai amené une anecdote là-dessus. J'ai amené mes enfants à chaque fois, au moins une fois, à l'hôpital, une fin de semaine où j'étais de garde, pour qu'ils voient ce que c'est que la garde. Parce que d'expliquer, ben, papa peut pas, il s'en va, ou etc. Alors, je les ai amenés chacun. Et une fois, ma fille me voit, c'est un monsieur, une hanche, puis bon, sous anesthésie générale, étude malade. Après ça, dit, c'est tout? Et le chirurgien a renchéri. Oh oui, ton père, c'est tout ce qu'il fait, après ça, il s'en va. Dans les facteurs de risque en anesthésie, on parle de la dépendance médicamenteuse. Vous allez en entendre parler, j'espère que vous allez en entendre parler dans les autres disciplines aussi. Encore là, quand je vous disais qu'on est d'avant-garde, en anesthésie, on est aussi ouvert à cette notion-là, les problèmes de détresse, dépression, chez le médecin en général. C'est des jobs qui sont exigeantes, des attentes du public, c'est que vous ne soyez jamais malade. Mais quand on regarde le programme d'aide des médecins, où la courbe elle est croissante, pour ceux qui, bon, le programme, on fait de la publicité dessus, les gens sont invités à l'utiliser, mais on regarde aussi côté des résidents, côté des étudiants, il y a quand même une grosse proportion aussi. Alors c'est un programme qui est là pour aider les médecins en difficulté, puis on a le droit d'être malade. Les problèmes de santé mentale sont relativement les mêmes
que l'on voit dans le milieu médical que dans la population générale. Le hic, c'est que le médecin consulte tardivement ou s'auto-traite. Et en anesthésie, le hic, c'est que vous êtes à même la boîte à bonbons. C'est-à-dire que vous avez accès à la pharmacie des médicaments dangereux quotidiennement, tous les jours. Vous jouez avec ça tout le temps. Alors, le risque, il est là. Évidemment, chez les gens à risque, ne partez pas d'ici en disant que tous les anesthésistes sont addicts. Mais dans le sens que vous êtes plus à risque d'eux parce que vous êtes exposé. Puis il y a des organismes, vos associations professionnelles, que ce soit à partir de votre discipline à vous. L'AMC, donc l'initiative, l'AMQ est là aussi. Moi, je me suis mis membre de l'AMQ parce que c'était une vision qui était plus globale, qui touchait autant les omnis que les spécialistes. Puis je pense que le rôle principal, c'est celui-là. Parce qu'évidemment, automatiquement, vous allez être membre d'une fédération quand vous allez finir, soit la FMOQ ou la FMSQ. Mais c'est un syndicat professionnel. Alors, avec la composition, c'est essentiel, c'est important, mais c'est pas la même vision. Alors, vous avez les omnis d'un bord et les spécialistes d'autre bord. Quand vous avez un organisme qui représente les deux de façon égale, sans nécessairement faire de parti pris, ben, ça devient un plus dans le contexte d'une évolution là, de la médecine au Québec. Alors, dans ce sens-là, ça, c'est un élément positif.